l'enjeu de la présentation, c'est de la thématique du positionnement, de l'identité, de la diversification. Et je vais vous donner quelques boîtes à outils que moi j'ai utilisées depuis 10 ans. Alors, c'est des choses que j'ai apprises, qu'on m'a expliquées, c'est des bouts d'expérience que j'ai pu avoir de droite et de gauche. Grosso modo, pour moi, il y a 7 points que je vais aborder. Le premier, c'est que pour définir le positionnement et l'identité, il faut avoir un socle de valeurs, de positionnement qui soit bien clair. Ça veut dire quoi? Ça veut dire exprimer de façon claire et simple sa raison d'être. Qui on est, à quoi on sert. Avoir conscience de ses forces, de ses faiblesses. Identifier, de préférence jouer sur ses forces, mais on y reviendra. Identifier clairement sa cible de consommateur. Et c'est d'autant plus d'actualité que ça bouge très vite, et vous l'avez dit, les intervenants précédents. Bien connaître son univers concurrentiel, ça j'insisterai là-dessus parce que je pense que c'est hyper intéressant en plus. Savoir se différencier pour créer de la valeur, parce qu'on parle de trouver des débouchés, mais je pense qu'il faut trouver des débouchés valorisés, sinon ça n'a pas de sens. En tout cas, il n'y a pas de perspective. Communiquer son histoire, ses valeurs, ses différences pour que cela soit perçu sur son marché. Et je terminerai en disant être vrai, sincère et transparent. Ce que je vais m'efforcer d'être au fil de la présentation. Donc, le premier point, et je vais partager avec vous une ou deux boîtes à outils qui sont pour la partie la raison d'être d'une organisation, c'est-à-dire en fait à quoi on sert, pourquoi on est là. C'est ça. Je ne sais pas si vous avez déjà, pour certains d'entre vous, entendu parler du cercle d'or. C'est de savoir en fait la raison fondamentale pour laquelle une entreprise opère. C'est-à-dire qu'en fait, il y a 3 questions à laquelle on peut répondre facilement quand on parle de nos activités. C'est quoi, comment, pourquoi. Quoi, c'est assez facile d'y répondre. Vous faites quoi? Quelle est votre activité? Bon, on va être producteur, on va être caviste, on va être sommelier. Ça, c'est assez facile d'y répondre. Le comment, c'est déjà un peu plus compliqué, c'est un peu plus tendu. C'est la stratégie. Quelles sont nos pratiques, nos méthodes et notre stratégie. Et pourquoi? C'est la raison fondamentale pour laquelle votre entreprise opère, qui précise ses engagements, ses missions pour créer un impact positif, et qui a le sens profond à son existence, et qui va inspirer à la fois ses salariés, mais surtout ses clients. Et ce pourquoi, moi, je constate très souvent qu'il est absolument absent de tous les débats. C'est-à-dire qu'en fait, on fait du vin, donc on sait dire on fait quoi, mais le pourquoi, c'est pas évident. Moi, j'ai fait cet exercice en lisant ce bouquin qui s'affiche là, Trouver son pourquoi de Simon Sinek. Il a 2 avantages. Ça permet d'énoncer très clairement à votre environnement et donc à vos clients, à vos consommateurs, ce que vous faites et quelle est votre raison d'être, pourquoi vous le faites. Mais surtout quand vous avez des périodes de doute, et je pense qu'on traverse une période où on peut quand même dire qu'il y a un peu de turbulence, ça vous raccroche à un socle qui fait que vous vous levez tous les matins. Et ça, moi, je vous encouragerais, pour ceux que ça intéresse, à lire ce bouquin, Simon Sinek. En fait, c'est un guide pratique. C'est pas très long, c'est assez bien foutu, et ça permet de vraiment contribuer à écrire les bases de votre positionnement, de votre engagement et de pourquoi vous faites ce métier. Dans ce contexte, je trouve ça plutôt intéressant. Le deuxième point, c'est avoir conscience de ses forces et ses faiblesses. Ça, c'est un travail que j'essaie de faire en permanence. C'est ce qu'on appelle le SWOT. Ça j'invente rien, je pense que la majorité d'entre vous, vous le faites. Ce sur quoi je voudrais insister, pour le coup, puisque la thématique aujourd'hui, c'est quand même le Sud-Ouest, et que tous les matins, en tout cas moi, je me lève pour en parler. Je voudrais juste rappeler 2-3 petites bases sur nos forces, parce qu'on parle des problèmes, mais il faut quand même aussi parler d'où peuvent venir les solutions. Je pense que je vais enfoncer une porte ouverte, mais c'est pas grave. Je pense qu'on a l'un des bassins, et vous l'avez dit tout à l'heure, où on a le plus de cépages autochtones, des cépages diversifiés, qui nous permettent de produire des profils de vin ultra différents. On est sous influence atlantique pour la majorité de nos appellations, même si à l'est, on se rapproche quand même des influences méditerranéennes. Mais même si on a un excès d'eau, je pense que c'est quand même stratégiquement important à terme d'avoir cette position et cette frigométrie-là. On a le territoire le plus identitaire de France. Ça, je vais un peu m'attarder dessus parce que je ne sais pas ce qui... et c'est un point hyper important. Quand on parle du Sud-Ouest, on peut parler de sport, de culture, de patrimoine, de gastronomie, de truffes, de pibal, de palombe, de feria, de rugby, dans les Pyrénées, de surf, de ski. Il n'y a aucun territoire qui a autant d'argumentaire et d'imaginaire
que le nôtre en termes viticoles en France. Je passe mon année à partager ça. Ce sont des valeurs qui sont hyper inspirantes, que le monde nous envie. Et je pense qu'il ne faut pas l'oublier parce que c'est ce qui va amener aussi beaucoup d'immatériel et de dimensions à nos marques et à nos produits. Je voudrais aborder aussi un autre sujet sur nos forces et dont on n'a pas forcément conscience, c'est qu'on est tout petit. On est tout petit et moi je considère que ça c'est plutôt une force. Et je vais vous expliquer, enfin je vais juste vous le représenter avec un petit schéma. Je ne sais pas si vous le voyez. Le grand carré c'est la production mondiale. Le rectangle bleu c'est la France. Le petit carré orange c'est nous. On ne représente que 1% de la production mondiale. C'est-à-dire que grosso merdo, en forçant un petit peu le trait, ça ne se voit pas. Mais ça ne se voit pas, c'est pas partout. Et le slide suivant va vous montrer qu'en fait, le bleu, c'est ce que nous vendons. Toute la production du Sud-Ouest est ici. Nous vendons 80% de nos vins, de notre production sur le bassin, sur le marché français. Les 20 autres pourcents à l'export, mais avec une grosse majorité en Europe. Autrement dit, dans le monde, on n'est pas là. Et si on regarde réellement la taille de ces marchés, la France représente à peu près 20% du marché mondial, les autres pays européens 30% et les autres pays du monde 50%. Donc si là, quand je vous dis qu'on est tout petit et que ça ne se voit pas, si là on n'a pas un réservoir de croissance clairement identifié, facile d'accès, pas forcément, mais en tout cas facile à identifier, dans lequel on pourra créer de la valeur parce que notre positionnement de niche sur ces marchés-là fait qu'on n'aura pas des enjeux de volume que peuvent avoir des bassins comme Bordeaux ou d'autres, je pense à un avantage stratégique. D'autant que quand vous arrivez sur des marchés où vous n'êtes pas présent, vous n'avez pas de passif, il n'y a pas d'historique. Vous arrivez vierge de toute image potentiellement négative, et donc avec une histoire que vous pouvez écrire de zéro, sans handicap particulier. Un point suivant, c'est la cible de consommateur. Alors là, je vais citer Benoît Vétorel. Vous avez parlé de Tariquet tout à l'heure. Benoît Vétorel, c'est un de mes associés qui a monté une boîte de marketing lorsqu'il a quitté Tariquet, puisqu'il a été le collaborateur d'Yves Grassa dans les années 90 pour s'occuper justement de la dimension marketing. Et Benoît a été le spin doctor de l'entreprise et c'est lui qui m'a beaucoup accompagné sur tous ces sujets-là au début, lorsque je suis parti de zéro il y a 15 ans. Et Benoît m'avait fait un jour une formation sur les socio-styles. C'est-à-dire, en fait, globalement, il m'a expliqué pour qui on faisait du vin et pourquoi on faisait du vin. Donc là, je vais partager avec vous ce sujet rapidement parce que pour moi, je trouve ça passionnant. Je pourrais y passer des heures. Toute ressemblance avec des faits, des personnages existants ou ayant existé dans ma famille serait pas du tout fortuite. Et vous avez là 4 consommateurs de vin. Lucas qui a 19 ans, Émilie qui a 44 ans, Gilbert qui a 71 ans et Alice qui a eu 100 ans mais qui malheureusement n'est plus là. Ces 4 personnes-là sont des consommateurs de vin. Ces 4 consommateurs ont leurs habitudes. Ils ont, ou en tout cas, ont leur façon d'approcher le vin. Ils n'ont pas le même logement, ils n'ont pas les mêmes revenus, ils ne consomment pas les mêmes médias. Quand les plus âgés lisent les journaux quotidiens et s'en servent pour allumer la cheminée, les plus jeunes consomment du TikTok. Les uns sont connectés, les autres regardent France 3. Les uns boivent un verre par semaine au maximum. Les plus âgés, c'est du vin rouge au quotidien avec de l'eau dedans. Et ils ont forcément, de fait, une relation avec le produit, une relation avec la consommation. Ils ne les consomment pas du tout au même endroit, à la maison, l'occasionnel. Je ne vais pas y revenir, tout ça, ça a été dit. Mais la question que je me suis posée par rapport à notre identité, notre positionnement, nous, dans le Sud-Ouest, c'est de se dire, est-ce qu'on est capable de leur parler à ces gens-là et à tous? Et ça a été abordé tout à l'heure, donc je ne vais pas non plus m'éterniser. Mais la réponse, c'est oui. Et c'est très clair. C'est-à-dire que si on regarde les jeunes consommateurs qui ont 19 ans, qu'est-ce qu'ils veulent? Parce que pour le coup, moi, je m'amuse avec mon fils qui est étudiant à Toulouse, mais pas à Purpan. Personne n'est parfait. Je m'amuse à les tester avec ses copains en informatique parce que pour le coup, ils sont très loin de l'agriculture et du vin. Donc, je leur fais des dégustations et je m'amuse et je les regarde. Et en fait, ils sont hyper demandeurs.
ils sont complètement déconnectés, éloignés du produit. C'est-à-dire qu'en fait, ils ne le voient plus à table comme nous, on a pu le voir quand on était dans notre génération précédente. Il y avait du vin rouge à table midi, soir, semaine, week-end. Aujourd'hui, le vin a disparu de la table de leurs parents, c'est-à-dire de nous, hein, puisqu'on ne consomme pas la semaine. Donc, en fait, ils n'ont pas le réflexe. C'est plus devenu une habitude. Et je pense que les premiers responsables, c'est nous et personne d'autre. C'est-à-dire que si on ne leur fait pas goûter, jamais ils vont avoir ce lien et ce contact avec le produit. Donc moi, je m'impose de le faire avec cette génération-là, et je me rends compte qu'ils sont hyper réceptifs, qu'ils goûtent tout, qu'ils ont plutôt une appétence, vu leur palais, vers des vins frais, fruités, pas trop acides. Forcément, c'est une génération qui mange des yaourts qui sont désacidifiés, plutôt sucrés, mais ça, c'est le palais. Et cette génération-là, si on ne va pas les chercher sur ces profils-là, ils seront perdus à jamais. J'en suis convaincu. Mais par contre, ce qui est certain, c'est que quand on va les chercher, ils sont hyper réceptifs. Mais vraiment, c'est spectaculaire. Et ils sont intéressés. Alors, il faut commencer par leur apprendre à déguster. Il faut leur apprendre à leur dire ce que c'est les arômes, l'acidité, les saveurs, se connecter avec leur palais et qu'ils y aient à la fois un intérêt intellectuel, mais surtout énormément de plaisir, quoi. Ils sont réceptifs sur le nolo, mais pas tant que ça. Ils aiment les rosés, ils vont apprécier des concepts un peu marrants, décalés, qui ne se prennent pas au sérieux, même s'ils ne sont pas forcément durables, ça va leur plaire, et seront plus faciles à capter sur des marques qui deviendront leurs références et qui pourront retrouver plus facilement. Et quand je vous disais est-ce que notre offre répond à leurs attentes, moi je suis sûr que le Sud-Ouest, la réponse est oui. Parce que la Gascogne, certaines de nos cépages savent faire des profils comme ça pour les jeunes. On a pour la génération plus ancienne des quadras, on va dire, qui vont chercher des blancs plus complexes, des rouges légers, des produits nature, des cépages ou des AOP branchés. On a tout ce qu'il faut dans le Sud-Ouest. Pour la génération encore au-dessus des néo-retraités qui ont l'habitude de boire plutôt des rouges, des rouges corsés, des appellations classiques, on a exactement cette offre-là dans le Sud-Ouest. Et pour les profils de consommateurs encore plus âgés, on a aussi des rouges légers, des choses faciles d'accès. Quand je dis léger, je veux dire classiques. Et donc, on n'a pas aujourd'hui de contraintes techniques dans notre bassin qui nous empêcheraient de répondre à la demande de tous ces consommateurs actuels. Je ne dirais pas que nouveaux. La vraie question qu'il faut se poser, c'est se dire, est-ce qu'on sera en capacité d'aller capter ces nouveaux consommateurs? Un. Et deux, de répondre à leurs attentes dans 10, 15, 20 ans, parce qu'ils vont forcément évoluer, et que la nouvelle génération amènera son lot de challenges à nouveau. Et là, pour moi, il y a d'abord une prise de conscience majeure qu'en fait, tous ces jeunes et tous ces gens-là, finalement, à part nous qui sommes dans le métier, ils n'achètent pas du vin. On l'a dit tout à l'heure, ils achètent des occasions, ils achètent tout ça. Mais ce que je voudrais vous dire, pour moi, c'est qu'ils ont un rapport au vin qu'ils ont avec les autres produits de consommation. J'aime bien prendre le parallèle avec tout ce qui est vêtements, par exemple. Quand un consommateur de cet âge-là va acheter une fringue, je vous rappelle qu'ils ne sont ni stylistes et qu'ils ne travaillent pas dans une usine de tissage, sous-entendu, ils ne travaillent pas non plus dans la filière viticole. Ils ont les mêmes approches, c'est-à-dire qu'ils vont acheter un look, une marque, un statut, une contestation par rapport aux parents, une appartenance à une tribu, un masque pour se cacher, un mode de vie. Bref, c'est un mode d'expression. Et il faut pas, et je pense que c'est majeur de se dire que dans le vin, c'est exactement pareil. Ils achètent une étiquette, une posture sociale, un goût, à condition qu'il l'ait déjà goûté, bien sûr, une personne, c'est-à-dire parfois ça va être le vigneron, le commercial avec qui ils vont être en contact, une philosophie, nature, bio ou pas, une histoire, un souvenir, un euphorisant, un lubrifiant social, un cadeau, une dose pour leur addiction, et je dirais en dernier un prix. Ça, c'est parce que moi, j'évolue dans un univers plutôt restauration, caviste, réseau traditionnel, mais le prix, je le mets vraiment en dernier. Parce qu'en fait, si on ne coche pas toutes les autres cases avant, ils n'iront même pas vers le produit, quel que soit son prix. Ça, je voulais le souligner parce que si on aborde le vin comme un produit technique, ce qui est normal vu notre position dans la filière, en fait, on rate complètement les réflexes d'achat de nos consommateurs d'aujourd'hui et je pense ceux de demain encore plus forts. Le point suivant sur lequel je voulais un petit peu m'attarder, c'est l'univers concurrentiel. L'univers concurrentiel,
il faut vous dire que alors ça a été dit tout à l'heure, mais je pense que c'est majeur et je pense qu'on ne le fait pas assez. C'est de se dire qu'on a le devoir, la responsabilité de savoir ce qui se passe autour de nous pour prendre des bonnes décisions. Et d'essayer de regarder ce qui se passe autour de nous en se méfiant de notre propre regard qui est biaisé, qui est partisan, qui est influencé par nos histoires et nos parcours individuels. Et pour ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire déguster, mais déguster pas que les vins du voisin, hein. C'est déguster. Tout à l'heure, on parlait de Nebbiolo, il faut déguster les Nebbiolo, il faut déguster les Malbec d'Argentine quand on est à Cahors, il faut déguster les Albarino quand on est sur la façade atlantique pour voir un peu les profils qu'on trouve en Espagne parce que c'est très à la mode, etc., etc. C'est sortir de chez nous, aller sur le marché, s'intéresser à ce qui se passe ailleurs et de préférence chez nos clients et chez nos distributeurs, visiter les vignobles où ça bouge. Typiquement, si on veut faire de la bulle dans le sud-ouest, la première chose à faire, c'est aller voir ce qui se passe en Asti avec leur muscat, ce qui se passe dans le Prosecco, suivre les tendances de tout ce qui bouge par ailleurs et s'inspirer d'autres univers, que ce soit le design, l'art, etc., la musique, pour voir un petit peu comment nous, on peut aller capter des idées pour les appliquer dans notre univers à nous. J'aime bien l'image de l'iceberg. L'univers concurrentiel et l'univers du vin dans lequel on évolue, c'est ça. C'est ce que nous voyons, c'est ça. La réalité, elle est là. C'est l'ensemble. Et il faut vraiment s'imposer de voir le monde dans lequel on évolue tel qu'il est, pas tel qu'on voudrait qu'il soit. Et j'insisterai sur un sujet qui est d'actualité pour moi depuis que je suis installé outre-Atlantique, c'est que plus on s'éloigne, plus on a une notion de la concurrence qui évolue. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour moi, la concurrence, elle est mondiale. Et cette concurrence qui est mondiale fait qu'il y a des appels d'air partout. Il y a des tendances qui bougent partout. Et donc, il y a des opportunités partout. C'est beaucoup plus compliqué lorsqu'on s'approche de nos bases où le marché est beaucoup plus engorgé, beaucoup plus saturé. En complément de cette notion sur la concurrence, le positionnement et l'identité d'une marque, c'est savoir se différencier pour créer de la valeur. Et se différencier, ça fait écho à la thématique qui m'a été soumise de diversification. La diversification, c'est pour préparer demain. Et là, je vais forcément paraphraser ce qu'ont dit les intervenants précédents et pour citer Gérard Bertrand, qui est quand même la locomotive dans le Languedoc, c'est de dire qu'en fait, je pense que je vais le dire avec mes mots, mais ça va dans la même logique. Il faut impérativement créer, s'interroger sur ce qu'on peut faire de nouveau, de différent et d'original. Et c'est assez difficile pour nous parce qu'en fait, c'est un paradoxe quand vous travaillez avec du matériel végétal qui a été planté par la génération précédente, de se dire qu'avec ce patrimoine historique, il faut tout réinterpréter, changer notre approche sur la matière première, changer le disque dur et se remettre en question. C'est majeur. Il ne se passera que ce que nous allons faire nous-mêmes. Ça veut dire qu'il faut créer, il faut innover, il faut tester, il faut se planter. Il ne faut pas avoir peur de l'échec, parce que sinon on ne fera rien, sinon on est condamné à l'immobilisme. Et l'enjeu, c'est à nous et à notre volonté farouche de nous réinventer pour se planter jusqu'à ce que ça marche. Ce postulat, il est d'autant plus facile chez nous dans le Sud-Ouest que, j'insiste, nous avons tout le matériel technique, que ce soit les cépages, les terroirs, la climatologie, la culture de l'innovation dont j'entends parler depuis ce matin, de la compétence technique pour y arriver. Ce que je trouve qu'il nous manque, c'est de la créativité et de la prise de risque. Or, il n'y a que ça qui fait que ça va payer. Si dans un monde qui change, nous, on ne change pas, je ne vois pas d'issue. J'ai créé en 15 ans une soixantaine de cuvées, il n'y en a plus que 25 au catalogue. Ça veut dire que j'en ai chié 35 sur 25, ça veut dire que je n'ai même pas la moyenne. Alors, quand je regarde les stocks, quand je regarde les coûts de marketing, quand je regarde tout ça, je me dis, bon, tu n'as pas été très bon. Ouais, sauf que heureusement, il y en a 25 qui ont tenu et qui font qu'on est encore là aujourd'hui. Et pour le coup, je vais vous parler de cet exemple de la chambre d'amour qui est pour nous le produit numéro 1. Quand on a monté cette boîte, j'ai créé Lionel Haussmann et compagnie avec Damien Sartori et mes associés pour dire on va défendre le Mansois, le Petit Mansin, le Brocol, le Tanat. Ça, c'est des cépages qui nous font triper. C'est des terroirs qui nous plaisent. La négrette en rosé, on trouve ça super intéressant. Et là, on amène quelque chose de nouveau au marché. Et à l'époque, Benoît Vétorel, il y a maintenant 15 ans, me dit
Tu sais que dans ton sud-ouest, tu as aussi le gros mancin et ça fait des super moelleux pour les jeunes. Je lui dis, t'es pas sérieux, putain. C'est pas pour nous, c'est des vins pour les jeunes. Et j'ai eu cette approche que vous avez décrite tout à l'heure, un peu j'ai été hautain moi-même avec cette catégorie de consommateurs et avec ces produits-là. Il s'avère qu'on on a raté un appel d'offres où on devait présenter un gros mancin sec et Damien, mon associé, l'œnologue de l'entreprise, me dit, mais écoute, j'ai les 3 hectares, on s'est engagé vis-à-vis du vigneron, qu'est-ce qu'on fait? Je dis, écoute, Benoît, il nous bassine avec son moelleux. De toute façon, on s'est engagé vis-à-vis du vigneron, on va pas pouvoir faire ce sec. Fais-lui ces 3 hectares de moelleux, on verra bien. Bien m'en a pris. Aujourd'hui, ça représente 40% de notre chiffre d'affaires, ou 35%, 35% du chiffre d'affaires et 40 à 45% de la marge brute de la boîte. Et ça fait 15 ans qu'on vend ce produit qui se vend tout seul, on ne le fait jamais déguster, j'en ai presque honte. Les journalistes, quand je leur fais goûter, ils me disent mais vous êtes, c'est pas intéressant, c'est nul. Toute l'intelligentsia de la filière nous prend de haut, mais n'empêche que c'est le moteur de la boîte. Et j'y reviendrai tout à l'heure. On s'est enfin décidé à assumer ce paradoxe et de dire bon mais puisque le vent souffle dans les voiles, ça serait peut-être pas con de lever les voiles. Ben, j'y reviendrai après. Le point suivant que je voulais aborder sur globalement, le dernier point, c'était quand on parle de positionnement, c'est communiquer son histoire. Il ne faut pas avoir peur de s'assumer, d'exprimer qui on est, nos valeurs, nos différences. Et il faut surtout que ce soit perçu sur le marché. On a et j'aime beaucoup ce petit clin d'œil. Il y a des régions viticoles en France qui ont des histoires beaucoup plus longues que la nôtre. C'est vrai. Nous, notre histoire est courte. J'ai envie de penser qu'on a beaucoup d'avenir. Le point suivant que je voulais aborder avec vous, c'est le dernier d'ailleurs, c'est de vous parler donc que lorsqu'on parle de positionnement de marque, d'identité de marque, on nous dit toujours qu'il faut être vrai, il faut être sincère, il faut être transparent, il ne faut pas raconter des histoires, il ne faut pas bullshiter les consommateurs, ça se voit comme le nez au milieu de la figure. Et donc, à ce titre, je vais partager avec vous donc les deux dernières slides de la présentation. Et donc, en fait, ça correspond à l'idée qu'on se fait, nous, de l'innovation sur cette gamme-là et d'assumer le fait qu'on va essayer d'aller capter les nouveaux consommateurs avec le moelleux historique, un gros mancin, aller chercher un rosé tendre. Il y a déjà des références sur ce marché dans la catégorie sud-ouest, n'est-ce pas? Un blanc léger, naturellement faible en alcool, produit en Gascogne à 9 degrés et une bulle en vin de France à 0,5. Ça, on va lancer ça dans les tout prochains jours. Et on va enfin accepter l'idée que ce ne sont pas des vins qui sont dévalorisants, mais ce sont peut-être des vins qui sont la solution pour aller capter justement ces néo-consommateurs. Enfin, ce que je voudrais partager avec vous, pour être vrai, sincère et transparent, et surtout parce qu'il y a des étudiants, moi, il y a des phrases qui m'ont marqué quand j'ai cheminé, et ces phrases-là, je voulais les partager avec vous. On ne doit pas juger un investissement sur ce qu'il coûte, mais sur ce qu'il rapporte. Ça, dans le monde agricole et dans le monde viticole en particulier, c'est pas forcément une évidence, surtout lorsqu'on parle d'investissement immatériel. Comme on maîtrise pas le sujet, qu'on n'a pas de retour sur investissement concret, sonnant et trébuchant, immédiat, comme lorsqu'on achète un tracteur, on est toujours réticent. Sauf qu'on sait très bien qu'on maîtrise pas tous les sujets. On peut pas. Il y a 12 métiers dans la filière. Un vigneron qui travaille dans son domaine, il doit maîtriser 12 métiers. Il n'est pas forcément un expert en marketing. Moi, je l'encourage à se faire accompagner. C'est ce que moi j'ai fait quand j'ai démarré. Et s'il se sent pas capable d'être sûr des résultats qu'il va atteindre, je peux lui donner seulement 2 conseils. Se demander à chaque action marketing qu'on lui propose si est-ce qu'elle est directement utile au commerce. Et la deuxième, c'est de suivre son intuition. Ça, c'est une phrase qu'on m'avait donnée en recrutement, en RH. Quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. Si vous n'êtes pas à l'aise et que vous doutez, n'y allez pas. L'autre mantra que je m'applique assez souvent, c'est le succès, c'est d'aller en échec sans perdre son enthousiasme. C'est de Winston Churchill, c'est pas de moi, bien sûr. Mais je trouve que c'est assez intéressant de se le dire parce que ça veut dire qu'en fait, l'échec n'est pas final, c'est pas fatal. L'enjeu, c'est de redémarrer. Et surtout, le dernier point que j'aime beaucoup, c'est la demi-décision. La demi-décision, c'est le bordel au carré. Donc, n'hésitez pas à prendre des décisions, même si elles sont mauvaises, ne perdez pas votre enthousiasme. Ça, c'est aussi un sujet, je ne sais pas si vous connaissez cet idéogramme chinois. Je ne sais pas si certains d'entre vous le connaissent. Ça veut dire crise en chinois. La crise, c'est ça pour eux. Un danger et une opportunité. Notre filière est en crise. OK. Quel idéogramme on décide de regarder? Et ça, ce n'est qu'à nous de décider.
Et comme j'ai senti que tout à l'heure, il y avait une intervention sur la prise en charge psychologique. Enfin, excusez-moi, j'ai pas bien entendu la phrase exacte, mais il y a une expression que j'aime beaucoup et que je partage enfin pour terminer avec vous, c'est plus nous pensons à ce qui nous préoccupe, moins nous agissons. Plus nous agissons, moins nous pensons à ce qui nous préoccupe. Et c'est là-dessus que je voudrais terminer en vous souhaitant une excellente année pleine d'action, d'échecs, d'enthousiasme, de créativité, d'envie, de vin du Sud-Ouest. Et ça devrait bien se passer. Merci à vous.